Chers amis résistants, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 janvier déjà. Et oui, déjà un demi-mois passé dans cette nouvelle année. Et les événements actuels m'inspirent des réflexions sur deux notions que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. D'une part, qu'est-ce que le vivant? Et d'autre part, sur la liberté de pensée, d'expression, de conviction, de manifestation des opinions dans une société de plus en plus en crise et de plus en plus malade, avec tous les totalitarismes qu'il y a partout, les extrémismes de tout genre, y compris les extrémismes des gens dits modérés, qui disent "there is not alternative, nous ou le chaos". La liberté, c'est une petite fleur fragile qui est bien menacée dans notre société. Donc le vivant. Le vivant, qu'est-ce que c'est? D'abord, évidemment, le vivant est confronté actuellement à la pandémie. Oh, la pandémie tue des milliers, des dizaines de milliers de gens. Et si elle ne tuait qu'une seule personne, ce serait une personne de trop. Évidemment, le cancer tue encore bien davantage. Le Covid va tuer 60, 70 000, 80 000 quand il aura fini. Français, quand il aura fini, ce qui n'est pas encore le cas. Le cancer tue à peu près 150 000 Français chaque année. Et une dame politique de premier plan, Madame Marielle de Sarnez, vient d'en être victime. Les politiques devraient bien se souvenir, quand ils prennent des décisions, que les moyens financiers donnés à la recherche scientifique devraient être bien supérieurs à ce qu'ils sont. Cela leur éviterait de mourir à 69 ans d'une leucémie, ce qui est beaucoup trop tôt pour mourir. Bien, mais ces considérations faites, que voit-on? On voit que le libéralisme économique mène le monde à sa perte. Il y a des pandémies humaines, il y a des zoonoses animales avec les grippes aviaires qui affectent les élevages de canards, et il y a toutes les maladies qui affectent aussi les végétaux, la forêt, tout ça dû à l'activité humaine et à notre mépris du vivant en général. C'est l'économie qui mène le monde, et certains ont même le cynisme de le reconnaître. Après tout, passons par pertes et profits les gens qui doivent mourir. Mais ouvrons notre activité économique d'abord. L'argent d'abord. Toujours l'argent d'abord. Et dans tous les domaines. Si actuellement la France n'a pas pu mettre au point de vaccins, si on n'a pas pu mettre au point surtout une thérapeutique contre la pandémie actuelle, c'est parce que les moyens financiers ne sont pas affectés à la recherche, mais à la spéculation, au profit. Vous connaissez la firme Sanofi, c'est notre grand laboratoire national, Sanofi, dont le PDG est un ami du monarque actuel. Bon. Sanofi avait 11 centres de recherche, n'en a plus que 3. Sanofi est bien incapable de mettre au point rapidement soit un vaccin, soit, ce qui me paraîtrait beaucoup plus efficient, un traitement contre la maladie actuelle. Et je vais vous dire pourquoi. La recherche permettrait d'obtenir un traitement contre une maladie infectieuse virale qui provoque ce qu'on appelle en termes médicaux un orage cytokinique, c'est-à-dire un phénomène inflammatoire majeur avec trouble de la circulation, ce qui génère et la souffrance des patients et la mort. On pourrait soigner cela, mais encore faudrait-il qu'il y ait des laboratoires et qu'il y ait de la recherche suffisante pour mettre au point des traitements. Des traitements, et je dirais plus des traitements qu'un vaccin. Non pas que, au pays de Pasteur, je récuse les bienfaits de la vaccination, bien au contraire. La vaccination nous a permis de venir à bout de beaucoup de pathologies qui, naguère, étaient redoutables et tuaient beaucoup de monde. Mais la vaccination sur un virus, un coronavirus, me paraît bien aléatoire. Pourquoi? Bien parce que, comme je vous l'avais expliqué, les virus mutent très vite, très très vite. Donc rien ne prouve que dans quelques mois ou dans quelques semaines n'apparaîtra pas une variante du virus qui soit totalement, immunisée, si je puis dire, contre notre immunité adaptative, c'est-à-dire contre l'immunité obtenue par la vaccination. C'est pour ça que je crois plus au traitement de la pathologie
qu'à une vaccination qui reste hypothétique. D'abord parce qu'il faut vacciner la planète entière, ce qui ne sera pas fait dans l'immédiat, et ensuite parce que je crains que le virus actuel soit un virus mutant, et quand un virus est une pandémie qui va d'un pôle à l'autre et sur tous les continents, il y a toujours une variation du code génétique de l'ARN de ce virus qui mutera et qui éventuellement permettrait au virus d'échapper à la barrière que constitue l'immunité acquise. Bien, mais ça, c'est une considération purement technique. J'observe au niveau de la mondialisation, de la globalisation, comme on dit, du village planétaire, que les gouvernants ne peuvent pas, et je ne les accable pas, ne peuvent pas prévenir l'émergence et la diffusion d'un pathogène. Il y a eu évidemment la leçon donnée par Wuhan et la Chine en janvier dernier. Et cette leçon aurait pu produire des effets, c'est-à-dire qu'on aurait compris que tout avion venant d'une zone infestée devrait être, entre guillemets, abattu. C'est-à-dire que quand il y a un foyer qui apparaît quelque part, on ferme totalement, comme on faisait au Moyen-Âge vis-à-vis de la peste, la zone infestée. On aurait pu penser que ça servirait de leçon, pas du tout. Voilà que des variants apparaissent en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud, et que fait-on? Eh bien, on continue, on laisse les frontières ouvertes, on permet aux Français qui résident en Angleterre de venir visiter leur famille en France, ou aux Anglais de venir en France, etc. Et quand je dis en France, c'est dans le reste du monde, parce que la France n'est pas une île. Mais quand un foyer quelque part apparaît, on ferme le foyer, on l'isole complètement. Mais peut-on reprocher à nos dirigeants de ne pas le faire? Je crains que non. Pourquoi? Mais parce que la globalisation est là. L'interdépendance est là. Et ça me renvoie à un problème politique, c'est que cette mondialisation, cette globalisation, ce village planétaire, qui signe peut-être à terme de graves problèmes pour l'humanité, est quelque chose de donné. C'est un fait. C'est pas une opinion, c'est pas une volonté, c'est un fait. Et quand des gens nous disent il faudra revenir à l'Amérique d'abord, America first, comme disait M. Trump, ou la France seule d'abord et la France indépendante avec ses frontières fermées, tout ça, pour nous protéger des virus. Oui, ils ont raison, comme aurait raison quelqu'un qui trouve qu'il fait trop chaud en été et trop froid en hiver. C'est en effet une évidence. Il fait trop chaud parfois l'été, il fait trop froid parfois l'hiver. Mais c'est comme ça. Eh bien maintenant, l'économie mondiale est intégrée. Les populations sont brassées. Les gens vont d'un bout à l'autre de la planète. Et quand des expatriés qui n'ont pas emmené la patrie à la semelle de leurs chaussures, comme aurait dit Danton, mais qui se sont expatriés dans la joie, dès que survient une guerre, un conflit, une épidémie, appellent et pleurent maman patrie et papa État, pour qu'on vienne les protéger et les sauver. Moi, je suis pour l'expatriation des gens s'ils le souhaitent. Mais quand on prend une liberté, on l'assume. On l'assume. Et c'est vrai que la seule manière qu'il y a de se prémunir contre les pandémies, c'est d'isoler totalement les foyers où émerge cette pathologie. Et on ne l'a pas fait. Alors évidemment, nos hommes politiques qui sont inconsistants, les uns comme les autres d'ailleurs, qui sont totalement inconsistants, vont dire on a pris des précautions. On faisait des tests, parlons-en, des tests PCR pour les gens qui viennent d'Angleterre. On se moque du monde. On se moque du monde. Pourquoi? Mais parce qu'un test PCR peut être négatif à 9h du matin, lorsque la personne prend l'avion, et être positif le soir à 21h. Parce qu'il y a un moment où la personne contracte le virus sans qu'il apparaisse au niveau de ses muqueuses, et quelques heures après, il devient positif et porteur de la maladie. Il transporte la maladie avec lui. On n'amène pas la patrie à la semelle de ses souliers, mais on emmène les pathogènes. Donc, j'allais dire, c'était une tartufferie de vous dire, on prend des précautions, on fait des tests. Non, c'est pas sérieux. Tout simplement, ce n'est pas sérieux. Et la preuve en est, c'est que le virus anglais, il est maintenant partout, et que demain, on aura le virus d'Afrique du Sud ou d'ailleurs, qui aura muté, ce qui en dit long
sur le devenir de cette pandémie. Mais je ne voudrais pas vous parler que de cela. Justement, ça m'amène à vous parler d'une autre notion qui est la notion de souverainisme. Il est évident que M. Trump, M. Bolsonaro, M. Boris Johnson représentent une idéologie qui est aux antipodes de la mienne, puisque moi, je suis pour la solidarité entre tous les êtres vivants, je suis un biocentriste, donc je ne vais pas dire que les British sont supérieurs à tout le reste de l'humanité, ou qu'il faut que les capitalistes brésiliens puissent détruire la forêt d'Amazonie en toute impunité parce que ce sont des copains et que les copains ils doivent s'enrichir, ou que les promoteurs immobiliers américains qui construisent des golfs partout sont ce qu'il y a de supérieur à tout le reste, les winners sont les winners et les losers sont les losers. Ce sont les idées nauséabondes de M. Trump, de M. Bolsonaro et de M. Boris Johnson. Bon, je laisse ces personnages à ce qu'ils sont. Mais pour condamner leur idéologie, je trouve inquiétant et déplorable que des sociétés privées puissent censurer M. Trump. Entendons-nous bien, je ne suis pas de ceux qui disent pas de liberté pour les ennemis de la civilisation ou de la liberté. Les idées se réfutent par les idées et non par la censure. On n'interdit pas aux gens de s'exprimer. Je suis donc en total désaccord et inquiet de voir Twitter, Facebook, YouTube ou je ne sais quoi interdire à M. Trump de sortir ses élucubrations. De même que s'il y a sur Internet des gens qui colportent des idées mais complètement délirantes, paranoïaques, sur des complots mondiaux de banquiers cachés sous terre qui lancent des pandémies pour détruire l'humanité ou la réduire en esclavage, bon, ça relève de la pathologie mentale, ça relève de la psychiatrie. Mais on ne doit pas interdire aux gens de parler. Libre à ceux qui écoutent de se faire une opinion. Ils écouteront des gens délirants, paranoïaques, ils peuvent aussi écouter des gens sensés, et chacun se fera son opinion. On doit respecter la liberté d'expression de tout le monde. Et vous me direz des limites. Est-ce qu'il y en a? Oui, oui, il y a des limites. Si des gens se livrent sur Internet, c'est l'affaire Samuel Paty, à des menaces de mort, ou à des menaces tout simplement à l'encontre des personnes, mais cela ne relève pas de la compétence de Twitter, de Facebook ou de YouTube. Est-ce que vous allez interdire à quelqu'un d'user du téléphone sous prétexte qu'il en fait un mauvais usage et qu'il adresse des menaces de mort à quelqu'un par téléphone? La compagnie du téléphone n'y est pour rien. Le téléphone, ce n'est qu'un tuyau. Et bien de même, les réseaux Internet sont des réseaux des tuyaux. Et la justice est là pour sanctionner très sévèrement les gens qui font des menaces de mort. Oui, les gens qui ont menacé Samuel Paty ou qui, dans certaines banlieues, menacent des jeunes filles parce qu'elles sont en jupe, ces gens-là doivent aller en prison ou doivent être bannis du territoire national, mais par les autorités publiques, par des tribunaux et pas par des sociétés privées. Facebook, Twitter, YouTube n'ont pas à faire la police de la pensée. Ce n'est pas à eux de le faire. Ce ne sont que des tuyaux dans lesquels circulent des idées, des informations, des expressions de la pensée, et chacun doit répondre individuellement de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Les vecteurs, les médias, ne sont pas responsables de ce que nous disons. Ce que je vous dis aujourd'hui, je l'assume, je le dis en mon nom personnel, et j'assume tout ce que je dis. Et je ne demande pas à une société quelconque, à un écran quelconque, de me servir de paravent. Alors évidemment, ça pose une autre question, qui est la question aussi de l'anonymat. Oui, on devrait en effet veiller à ce que l'on ne puisse pas, dans des médias d'expression générale, user de pseudonymes ou d'anonymat. C'est une marque de lâcheté. Et il faut avoir le courage d'assumer ce que l'on pense, y compris quand on est tenu, parce que haut fonctionnaire ou responsable, à une obligation dite de réserve qui ne doit pas être une obligation de lâcheté ou de carriérisme. L'obligation de réserve, ce n'est pas une obligation de lâcheté. Il faut assumer ses propos. Donc,
Je condamne la politique de M. Trump totalement, ses idées nationalistes, ringardes, ultra-droites. Mais je déplore que l'on l'empêche de s'exprimer. Parce que la liberté, c'est pour tout le monde. Bien, qu'est-ce que le vivant? Qu'est-ce que le vivant? Je suis un biocentriste, c'est-à-dire que je considère que tout être vivant a un intérêt légitime à vivre. Je dis tout être vivant, je ne dis pas tout être humain, je dis tout être vivant. J'inclus donc dans cette défense de la vie les animaux. Pourquoi? Parce que j'estime que ce qui fonde le droit à vivre, ce n'est pas la capacité cognitive. L'homme, l'être humain, est en effet un animal qui est doté de capacités cognitives supérieures à toute autre espèce. Mais les capacités cognitives ne fondent en rien des discriminations de droits ou de prérogatives. Sinon, il faudrait admettre que les gens doués pour les mathématiques, la philosophie ou pour discourir possèdent des droits et des prérogatives supérieures à ceux qui ne sont pas dotés de ces capacités. Il faudrait dire que l'enfant en bas âge ou que la personne devenue sénile ou déficient mental, ces gens-là sont dépourvus de droits et de prérogatives parce qu'ils n'ont pas de capacité cognitive supérieure. Non, ce qui fonde le droit à la vie, c'est le fait de ressentir les principes de plaisir-déplaisir, de ressentir la douleur, la souffrance, le désarroi, et d'avoir la conscience d'être. Or, sur ce point, les humains partagent cela avec les animaux. Les animaux peuvent ressentir la douleur, évidemment, peuvent ressentir la souffrance, c'est-à-dire la détresse et le désarroi face à une situation de stress. C'est pour ça que je pense qu'il faut reconnaître à tout être le droit de vivre et de ne pas être maltraité. Or, dans ce monde tel qu'il va, où le profit, l'argent sont les seules valeurs qui vaillent, jusqu'au jour où l'homme politique se trouve confronté lui-même à une pathologie létale où il comprend, mais un peu tard, que ce qui compte c'est la vie et c'est pas le fric, c'est pas le marché, c'est pas l'entreprise qui n'est jamais qu'une source de profit. Une entreprise n'est pas là pour faire le bien, n'est pas là pour faire avancer la civilisation. Une entreprise ne peut vivre, une entreprise privée, que si elle fait des profits. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure pour les laboratoires. Les laboratoires, je les aime quand ils font avancer la connaissance, la science, quand ils font reculer la souffrance et la mort. Mais lorsqu'ils sont là pour faire que du profit pour leurs actionnaires, je les condamne. Je les condamne. Voilà. Donc, si vous voulez, ce qui compte, c'est ça. C'est la vie. Et parfois, les hommes se rendent compte un peu tard. C'est-à-dire quand ils arrivent au crépuscule de leur propre existence, où ils se disent qu'ils auraient peut-être mieux fait d'investir ou de faire investir dans ce qui les aurait peut-être sauvés eux. Alors, le vivant, c'est quoi? Évidemment, si vous prenez un être humain, vous dire que c'est un être vivant. Qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, qu'il soit de telle ou telle couleur de peau, qu'il soit de tel sexe, vous me direz c'est un être vivant. Si on prend des chimpanzés ou des gorilles aussi, ce sont des êtres vivants. Ils sont même anthropoïdes, ils nous ressemblent, ils sont proches de nous. Si vous prenez des chevaux, des chiens, des chats qui partagent vos vies, vous ressentez combien ils sont attachants, combien ils parlent à notre émotivité et combien ils sont proches de nous. Mais où s'arrête cette limite? Est-ce que une tique, un ixode, une tique, c'est un être vivant, un insecte? Oui, il est vivant. Il est vivant, puisqu'il naît, il se développe, il se nourrit, il se reproduit, et puis il meurt. Voilà. Donc c'est un être vivant. Cependant, où peut-on mettre la barrière quand on est anthropocentriste? Eh bien, pour ma part, sur le plan éthique, et là je ne fais pas de la science, je fais de la morale, je fais de l'éthique, je mets la barrière à la conscience d'être. Un être, un mammifère, voire un oiseau, ont conscience d'être ce qu'ils sont. Ils se perçoivent comme individus, ce qui leur permet de ressentir d'ailleurs à la fois le désagrément, la faim, le froid, la soif, la peur, mais aussi d'avoir conscience du danger. Votre chien ou votre chat, si
vous en avez qui partagent votre vie ou même votre rat, pour les gens qui ont des rats, eh bien, vous vous rendrez compte que ce sont des êtres qui non seulement ressentent physiquement leur environnement, mais l'appréhendent psychologiquement, parce qu'ils ont conscience d'être. Et tout être qui a conscience d'être a un intérêt légitime à vivre. Alors la limite du vivant, évidemment, ça va très loin, puisque les bactéries sont des êtres vivants. Je ne pense pas qu'ils aient conscience d'être, parce qu'ils ne sont pas dotés d'un système nerveux. Quant au virus, vous voyez, on revient à notre case départ, à la boucle de ma petite chronique d'aujourd'hui. Est-ce qu'un virus est un être vivant? Alors là, la réponse n'est plus éthique, elle est scientifique. C'est douteux, c'est limite. C'est très limite. Pourquoi? Parce qu'à la différence d'une bactérie, un virus est incapable même de se reproduire. Ni sexuellement, ni par parthénogenèse, il se reproduit qu'en utilisant le matériel de vos cellules, enfin de cellules d'autres êtres vivants. Donc il n'a pas de vie autonome, il est incapable de se reproduire par lui-même d'une manière ou d'une autre. Il ne peut se reproduire qu'en détournant la force génétique d'une cellule, d'un être supérieur. Donc c'est à la limite du vivant. Et c'est pour ça que, bien, si on peut les anéantir les virus pathogènes, ça ne nous fera pas pleurer et nous n'aurons aucune compassion pour eux. Voilà, mes amis, je vous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, la semaine prochaine pour d'autres aventures et je vous remercie de votre fidélité à ces petites chroniques.